Bonsoir à tous. Jonathan Denruby, directeur du réseau de Mediatek. Très heureux de vous accueillir ce soir pour cette rencontre qui nous prend place dans un programme, Point de rupture. Et très heureux, surtout très égoïstement et très personnellement, j'ai la chance, l'honneur et la joie d'inviter un de mes anciens profs. Voilà. J'ai gardé toutes les notes. J'ai beaucoup appris en vous lisant, en vous écoutant également. Vous avez été très très brièvement, pendant 3 semaines, mon directeur de thèse. Donc une expérience brève mais intense. Et donc j'ai gardé un souvenir ému et intellectuellement, en tout cas, plus fort que ça. Et je suis très heureux de vous accueillir. Fin de la parenthèse personnelle. Quand on travaille avec les collègues sur une programmation autour d'un thème comme celui des points de rupture, c'est-à-dire de ces moments de bascule, qu'on peut situer à des échelles extrêmement différentes. On s'est situé précédemment à l'échelle préhistorique lors d'une précédente rencontre. On s'est situé dans une échelle encore plus macro avec la question du mythe ou de la réalité de la singularité, c'est-à-dire ce moment où l'humanité pourrait basculer avec Jean-Yann Yanachia, et bien d'autres échelles de temps, évidemment à nous tous, issus de l'école française laïque, on a gardé nos fondamentaux et on pense à la Révolution française. Voilà. On pense à la Révolution comme étant ce moment qui fige dans notre imaginaire à tous l'avant et l'après. Quand on est un historien de formation en général, avant c'est un grand tout, voilà, et après c'est la modernité, c'est la contemporanéité. Et en vous lisant, en vous écoutant, on voit parfois que les choses sont évidemment plus complexes. Que la révolution, certes, a été probablement, vous allez nous le dire, un moment de remise en question et de bouleversement, mais aussi un moment de continuité, ou pas. Et c'est la question qu'on vous pose. Et encore une fois, merci d'être là. Merci à la librairie Sorens, qui nous fait le plaisir et l'amitié d'être là ce soir pour vous permettre à vous d'utiliser votre argent à bon escient, et peut-être d'avoir quelques signatures. Et encore une fois, je nous souhaite à tous une bonne rencontre. Voilà, bonne soirée. Merci beaucoup de cette présentation qui me plaît beaucoup, de votre invitation qui effectivement m'a fait beaucoup plaisir d'imaginer que j'allais vous retrouver après vous avoir suivi. On va faire une petite parenthèse personnelle aussi du côté de Cambrai où j'avais participé à une de vos innovations. Et cette invitation que vous faites pour m'inviter à parler de la Révolution comme point de rupture me plaît aussi parce que j'ai envie, et vous allez me pardonner pendant l'heure, j'espère que je ne vais pas trop la dépasser, j'ai envie de vous embêter un peu en vous amenant à vous poser la question de savoir pourquoi est-ce qu'on considère que la Révolution, c'est la Révolution française qui l'aurait inaugurée et que la Révolution peut être, comme le dit le Larousse, un changement brusque et violent de la structure politique et sociale d'un État qui se produit quand un groupe, se révoltant contre les autorités en place, prend le pouvoir et réussit à le garder. C'est-à-dire qu'il y aurait un modèle, il y aurait un concept de révolution. Le problème, si vous savez évidemment un tout petit peu de ce que dit Marx notamment, c'est que c'est à la fois malgré tout une rupture, mais que c'est aussi une évolution, puisqu'on sait bien que c'est en fonction des contradictions internes du capitalisme, au terme d'une évolution, qu'une révolution s'est produite ou va se produire. C'est, je dirais, déjà un point où le mot révolution pose problème. L'autre point traditionnel où le mot révolution pose problème, c'est que révolution garde toujours l'idée du retour des astres.
La révolution des astres est toujours là. Et comment est-ce qu'on combine en quelque sorte la rupture de la révolution, même si c'est au terme d'une évolution, et cette espèce de retour au point d'origine de la révolution des astres. Alors il y a aussi une autre lecture qui est toujours aussi répandue, c'est de voir la révolution comme une explosion. Mais à ce moment-là, quelle est la différence entre une révolte et une révolution? À ça, déjà en 1790, quelqu'un avait répondu « Quand les insurgés ont gagné, c'est une révolution. Quand ils sont pendus, c'est une révolte. » Bon. Alors évidemment, tout ça, ça fait que ça pose malgré tout beaucoup de questions. Reste aussi à savoir la différence entre une vraie révolution, une révolution qui ne serait pas authentique, et puis je ne parlerai pas de mai 68 parce que là on rentre dans des souvenirs encore plus personnels, révolution ou contre-révolution, mais tout simplement, est-ce qu'on peut parler de révolte ou de révolution avec les Gilets jaunes? Est-ce qu'on peut parler, comme on le dit encore régulièrement, de situations pré-révolutionnaires pour parler de ce que nous vivons en ce moment dans les années 2020. Bon, voilà, grosso modo, je dirais, nous sommes dans des contradictions que je ne vais pas lever. Je n'ai aucune envie de les lever, j'ai seulement envie de les éclairer et je ne vais pas les résoudre. Il me semble que la résolution, ce n'est pas mon ressort. Je ne vais pas vous dire il y a ça qu'il faut penser. Je vais simplement essayer de vous décrire ce qui s'est passé et puis après vous en pensez ce que vous en voudrez. En commençant par précisément revenir sur cette idée très vieille de la révolution des astres. Révolution des astres, et le mot est quand même extrêmement important parce que il est très en usage bien sûr, et il est contredit, il est critiqué dès 1542, quand Copernic invente en quelque sorte, démontre que c'est bien la Terre et les autres astres qui tournent autour du Soleil et qu'il renverse en quelque sorte complètement la perspective traditionnelle qui était celle des anciens, mais qui était aussi celle de l'Église chrétienne de cette époque-là. Église chrétienne qui ne dit rien parce que Copernic n'a pas eu beaucoup d'écho. En revanche, l'Église réagit davantage en 1616 quand elle voit Galilée insister, lui, sur la Terre qui tourne, et pourtant elle tourne, l'obligeant à abandonner publiquement sa démonstration sous peine de mort. Bon. Et l'Église catholique perd définitivement la partie à partir de 1687 avec Newton et les principes mathématiques de la philosophie qui valident Copernic, qui valide Galilée et qui pose un problème absolument monumental là à l'Église chrétienne et surtout l'Église catholique en obligeant là à reconsidérer les mécanismes de la révolution. Ça peut vous paraître éloigné, mais ça ne l'est pas du tout de la révolution politique comme on peut le comprendre, parce que ce qui est appris par les Européens du XVIIe siècle et surtout du XVIIIe siècle, c'est qu'il y a donc des lois mathématiques qui régissent la révolution des astres et qu'à partir du moment où il y a des lois mathématiques qui régissent l'univers, il est certainement possible d'imaginer que des lois peuvent régir le monde social et politique. Donc il y a là un basculement qui se produit et qui va se produire notamment, je dirais, en lien avec tous les concours qui seront mis en jeu au XVIIIe siècle, et notamment les concours dans lesquels Rousseau va triompher. On y reviendra peut-être. Mais ce qu'il faut bien comprendre là, c'est qu'il y a une espèce de contamination du mot révolution qui fait que ce mot change. Parce qu'en même temps qu'on parlait de la révolution des astres, on parlait toujours depuis le
XVIe siècle, le début du XVIIe, du mot de révolution pour dire indifféremment ce qui était révolte, ce qui était révolution de palais, ce qui était guerre civile. Et le mot révolution était rentré vraiment dans les mœurs. Je ne vais pas vous donner beaucoup de détails, c'est pas ça l'essentiel. On y reviendra si ça vous intéresse. Mais à partir de la fin du XVIIe siècle, du début du XVIIIe siècle, pour des historiens, entre guillemets, parce que le mot, là, il est un peu galvaudé, mais pour des historiens du XVIIIe siècle, on va parler déjà des révolutions de Naples, des révolutions de Tahiti, de Siam, de l'Inde, de Suède. Le mot révolution est à la mode. 1740, on parle même de révolution du cœur. C'est-à-dire que vraiment, le mot révolution, là, on l'emploie, je dirais, en quelque sorte, n'importe comment. Et c'est comme ça qu'il faut être prudent, et vraiment très prudent, quand on va citer Jean-Jacques Rousseau, qui emploie dans son essai sur l'origine de l'inégalité parmi les hommes en 1754, il emploie le mot de révolution 12 fois. Alors, est-ce que c'est le signe que Rousseau annonce la Révolution française, comme c'est régulièrement dit, à mon avis, complètement à tort? Il me semble que non, justement. Il me semble qu'il faut être extrêmement prudent. C'est l'emploi par Rousseau de cette espèce de mot à la mode, de ce mot qui ne désigne rien, sauf une rupture. De ce point de vue-là, on est bien dans le sujet d'aujourd'hui. Sauf quelque chose qui se produit et qui casse, qui invente, mais dire que la révolution naît de ces idées-là, sûrement pas. Mais ce qui est plus important, c'est de constater que, à partir précisément de la fin du XVIIIe siècle, avec Kant va préfacer la deuxième édition de la critique de la raison pure, il va employer 5 fois le mot révolution pour essayer de dire que ce qu'il a proposé dans son livre, 1787, c'est de vouloir faire une révolution intellectuelle à l'identique de celle que Copernic et Newton avaient fait. C'est-à-dire qu'il y a là vraiment quelque chose qui se met en place avec un lien entre ces révolutions des as régies par des lois et ces ruptures qui se rentrent dans le monde social et politique, et le mot devient tellement à la mode qu'il va désigner des événements. Désigner des événements, et là aussi il faut être extrêmement prudent. La première fois, en définitive, que le mot révolution désigne vraiment quelque chose qui est une rupture, et une rupture comprise par tout le monde comme quelque chose qui est une révolution. C'est 1660 en Angleterre. 1660 en Angleterre, je ne suis pas sûr que ça vous dise tous grand-chose. Vous connaissez bien sûr quand le roi Charles Ier se fait couper la tête par Cromwell, mais c'est ce qui se passe à ce moment-là, donc dans les années 1640, n'est pas appelé révolution. Il est appelé guerre civile, civil war. Et je crois que là, il faut être extrêmement prudent, parce qu'aujourd'hui, des livres ont été faits sur la révolution de Cromwell, qui l'appellent la révolution anglaise. Ça, c'est une invention d'historiens. Les contemporains ne parlaient pas de révolution. En revanche, ils ont parlé de révolution pour 1660. Ça ne vous dit vraiment rien sans doute, parce que c'est le retour de la dynastie royale. Le fils de Cromwell est parti, et donc c'est Charles II qui s'installe, et il y a une vraie révolution, puisqu'on revient à l'origine, la restauration se fait, et cette restauration est une révolution. Donc c'est là, il faut vraiment être extrêmement prudent sur le sens des mots, et éviter d'avoir dans la tête ces machines de la Révolution, le chemin de fer de la Révolution, la locomotive de la Révolution, citation que vous aurez retrouvée certainement, parce que c'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est pas comme ça que ça fonctionne, puisque non seulement on va parler en 1660 de révolution pour ce qu'on appellerait aujourd'hui une restauration, mais on va en parler aussi de la glorieuse Révolution de 1688. 1688, c'est appelé Glorieuse Révolution. Pourquoi ?
C'est un coup d'État. C'est un coup d'État qui chasse Jacques II, qui était le roi légitime, qui tue au passage beaucoup plus de gens qu'on le dit régulièrement, et qui installe sur le trône anglais un couple, Guillaume et Marie, qui s'installe avec des individus autour d'eux qui font croire qu'il y a une légitimité dans leur coup d'État et qu'il ne s'agit pas d'un changement de dynastie. Et le mot révolution, de glorieuse révolution, doit être aussi compris comme ça, comme le moyen de masquer l'illégalité du coup d'État et de lier en quelque sorte cette notion de légitimité de restauration avec cette mise en place d'un couple qui crée quelque chose de neuf, ou plutôt un compromis entre des groupes qui veulent rester au pouvoir, restent malgré tout. Et c'est ça qui est certainement le plus important, parce que entre la réalité, ce qui s'est vraiment passé, effectivement passé, et puis ce qui est ressenti, ce qui est dit, ce qui est compris, il y a une marge essentielle, et que à partir de maintenant, il faut toujours avoir les deux choses en tête. C'est pas ce qui s'est vraiment passé qui compte, c'est ce qui est ressenti qui compte plus que la réalité des faits. Et là, ce qui va se produire, notamment avec l'orque derrière, c'est qu'on va véritablement réfléchir à partir de l'Angleterre sur ces révolutions anglaises qui introduisent un libéralisme, qui introduisent le parlementarisme, ce vent philosophique qui fait plaisir à Voltaire, qui intéresse beaucoup d'individus des Lumières françaises et qui crée véritablement là une mutation. Non seulement le mot révolution est à la mode, mais il va désormais qualifier tout ce qui va se produire. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment avoir en tête. Tout ce qui va se produire, si bien qu'il y a là, à la fin du XVIIIe siècle, quelque chose comme une situation que je qualifierais comme ça. Il y a des révolutions partout, mais il y a la révolution nulle part. Parce qu'à la fin du XVIIIe siècle, ce qui se produit, c'est que le mot révolution apparaît, notamment en France, en 1770. Ça, on n'insiste jamais assez là-dessus. 1770, quand Louis XV crée des réformes radicales qui sont dénoncées comme une révolution par ses opposants. Ce qu'on oublie régulièrement. On se met bien d'accord. Les réformes que Louis XV impose, ce sont les réformes que Louis XVI voudra faire, et c'est les réformes que Louis XVI avait immédiatement abandonnées quand il arrive sur le trône en 1774. Bon. Donc, on est à front renversé. Hein. Mais ce qui compte là, c'est que le mot révolution a été pris à mauvaise part par les parlementaires, les nobles, entre guillemets, ce qu'on appellera plus tard les privilégiés, qui condamnent les réformes de Louis XV en disant que c'est une révolution. Et ce mot révolution, il va s'appliquer à quoi? À la guerre d'indépendance américaine, qu'on appellera en France révolution américaine. Mais aux États-Unis, ça restera toujours la guerre d'indépendance. Et puis, ça va s'appliquer à toutes les révoltes, toutes les révolutions qu'il y aura à peu près au même moment, aux États-Unis, enfin dans les futurs États-Unis, c'est 1775 que ça commence véritablement à prendre une tournure guerrière. Mais il y aura ces révolutions de Genève, il y aura des révolutions 1778 en Irlande, qu'on oublie régulièrement, où les Irlandais prennent en quelque sorte là, comme idée de demande d'exigence vis-à-vis du roi d'Angleterre, ce que les Américains sont en train de faire et s'opposent au roi d'Angleterre comme les colonies américaines le font. Il y aura de la même façon une révolution dans les Provinces-Unies, les Pays-Bas, une révolution en Belgique qu'on va retrouver après, notamment avec Mirabeau et Camille Desmoulins, avec le journal des révolutions de France et de Brabant. Le mot est à la mode. Le mot est à la mode, il ne veut pas dire véritablement quelque chose. Là aussi, il faut être extrêmement prudent. Avec un exemple qu'il faut garder en tête, c'est que quand on connaît
ce que les Français qui sont partis aux États-Unis avec Lafayette, pour faire bref, et qui ont combattu du côté des insurgents, comme on dit à ce moment-là, que leur trajectoire, quand ils reviennent en France, n'est pas une trajectoire qui est véritablement révolutionnaire. Pour faire bref, en disposant des études qui ont été faites il y a déjà longtemps, un tiers des gens qui sont partis lutter du côté de Washington, avec Washington sont véritablement ensuite impliqués dans la Révolution de France. Je ne dis pas encore la Révolution française. Ça, c'est un tiers. Un tiers est resté complètement à l'écart et un autre tiers est rentré dans ce qu'on appellera la contre-révolution. C'est-à-dire, il est vraiment illusoire là d'imaginer qu'il y aurait un lien automatique immédiat qui n'a pas existé non plus entre ce qui s'est passé aux États-Unis et ce qui va se passer en France. On le verra même avec Washington qui aime Lafayette mais qui ne va pas véritablement considérer que ce qui se passe en France, enfin les principes de la France ne correspondent pas aux principes qui ont été mis en place aux États-Unis. Et quand on passe aux ambassadeurs, que ce soit le gouverneur Morris et puis Jefferson, futur président, on se rend bien compte qu'il y a là des écarts qui sont absolument considérables. Donc, il est absolument nécessaire de ne pas lier ces révolutions à la Révolution de France, sans compter qu'il ne faut quand même pas oublier aussi que la Révolution américaine est une mode à la cour. Marie-Antoinette et toutes les courtisanes ont des coiffures à l'américaine. Il y a là quelque chose qui fait que le mot révolution, même s'il est porté par un certain nombre d'individus comme Condorcet qui imaginent de nouveaux principes, mais qu'il n'y a pas en France de révolutionnaire et qu'il n'y a pas en France de point de vue qui veuille changer radicalement les choses en 1789. Et c'est vraiment sur ce panorama-là qu'il faut réfléchir pour comprendre aussi que si on se focalise en quelque sorte sur l'évolution du mot révolution, on oubliera, et là je crois que sans vouloir être marxiste, il faut quand même adopter des lectures à très long terme pour bien voir que ce qui s'est passé à la fin du XVIIIe siècle, c'est le résultat mal compris, chaotique, de toutes ces révolutions économiques, sociales, coloniales, qui se sont mises en place et qui ont provoqué un bouleversement radical dans toute l'Europe d'après 1750 et qui ont provoqué, c'est là-dessus qu'il faut vraiment réfléchir, qui ont provoqué à partir de 1760-1770 toutes ces révolutions par le haut, appelons-les comme ça, qui ont été lancées par les despotes, que ça soit l'empereur d'Autriche, que ça soit les gouvernements portugais, espagnols, et puis que ça soit évidemment le roi d'Angleterre et la France. C'est-à-dire qu'on est rentré là, à partir des années 1760-1770, dans cette modernisation du monde qui oblige les gouvernants à lancer des réformes de rationalisation et de modernisation qui provoque évidemment des ruptures avec tous ceux qui les soutiennent, mais qui sont d'un seul coup, en quelque sorte, mis en porte-à-faux. Et parmi ces ruptures, il y a quelque chose qui est absolument essentiel, et je dirais qu'on oublie encore régulièrement dans l'histoire de France, c'est l'importance des révolutions coloniales, c'est l'importance absolue de ce qui se passe à Saint-Domingue, parce que la richesse provoquée par Saint-Domingue bouleverse la société, et le contre-coup de la Révolution, ça sera une guerre absolument atroce jusqu'à la naissance d'Haïti en 1802-1804. Donc il y a la nécessité de comprendre à quel point tout ce que je viens de dire se déroule sur cette mutation générale européenne profonde, et qu'il est absolument, pour le dire simplement, illusoire
de parler de pré-révolution. Le mot a été à la mode, le mot a été employé il y a maintenant très longtemps par un universitaire que j'estime beaucoup, mais Jean Aigret. Mais ce que Jean Aigret décrivait, c'est que cette pré-révolution, c'est le titre du livre, couvrait quoi? Elle couvrait, à partir des années 1780-1785, le refus des parlementaires, des nobles, de ceux qu'on va appeler les privilégiés, des réformes que lançait Louis XVI, de ce que Louis XVI voulait faire, cette régénération du royaume à laquelle lui croyait beaucoup et qui, en quelque sorte, a lancé toutes les réformes que la Révolution de France va mettre en application à partir de 1790 à peu près. Ça veut dire que ce qui s'est passé entre 1787 et 1789, c'est une accélération des tensions qui n'était absolument pas prévu et qui fait que lorsque le roi va se retrouver obligé à lancer à créer les États généraux, il ouvre en quelque sorte la boîte de Pandore, mais personne ne sait ce qui va se produire et d'un seul coup cette explosion, eh bien, elle va être qualifiée de révolution. Et je le dis, c'est pas du tout en dépréciatif. Le mot est tellement à la mode, le mot est tellement employé, a tellement été employé pour qualifier tout ce qui s'est passé qu'il est logique qu'à partir de 1789, à partir précisément de juillet 89, on puisse parler, c'est un Anglais qui en parle déjà, de révolution pour les événements qui sont produits en France. Alors, quand je dis ça, vous allez dire, après tout, c'était pas la peine que je dise tout ça pour dire que la révolution de 89 était une rupture. Si, quand même. Parce que si je vous dis ça, c'est en fait pour dire que c'est quand même bizarre. C'est quand même bizarre que ce qui est dit à partir de juillet 1789 s'appelle révolution pour parler essentiellement de la prise de la Bastille. Et c'est d'autant plus bizarre que le mot révolution va être en quelque sorte vraiment très imprécis jusqu'à peu près en octobre et surtout novembre 1789. Donc il faudra plus de 4 ou 5 mois, presque 6 mois, pour que le mot révolution trouve un sens, désigne quelque chose, parce que c'est vraiment à partir de l'automne 1789, de novembre 1789, qu'il y a des ruptures dans la société et que des individus se réclament notamment du tiers-État pour faire un peu n'importe quoi. Je ne veux pas dire qu'ils aient des idées très claires de la chose, mais en tous les cas, le vocabulaire de la Révolution commence à s'appliquer. Ceci étant, personne ne sait ce que ça veut dire. Il n'y a toujours pas de révolutionnaire, et quand on parle de la prise de la Bastille comme de la Révolution de France, je ne dis pas la Révolution française, il faudra attendre presque 1 an, mais c'est aussi quelque chose qu'il faut bien comprendre. En parlant de la prise de la Bastille, on gomme, et je dirais, nous gommons toujours les événements qui ne sont pas compris comme des révolutions parce que ce sont des événements qui dérangent. Le 14 juillet 1789 est traditionnellement vu comme cette émeute du peuple parisien, n'est-ce pas, qui prend la Bastille et qui crée ce soleil nouveau qui inonde le pays et l'Europe entière. Oui, le 14 juillet 1789, le ciel de Paris était complètement obstrué par les incendies. Ça faisait 4 jours que les barrières d'octroi, c'est-à-dire pratiquement une cinquantaine, qui cernaient Paris, c'est-à-dire à peu près 1 kilomètre de rayon par rapport à la Bastille, hein, c'est tout proche. Les barrières d'octroi étaient en feu depuis le 10 juillet 1789. C'est-à-dire qu'à partir du 10 juillet 1789, le peuple de Paris, alors là, pour de bon, là, le peuple de Paris, que personne ne contrôlait, qui étaient des gens qui refusaient de payer les impôts d'octroi, pour de bonnes raisons, mais aussi pour de mauvaises raisons, parce qu'ils n'avaient pas, c'était des fraudeurs, parce que c'était aussi des gens qui voulaient gagner de l'argent en vendant des liqueurs pas chères. Et donc, il y avait là ce courant qui était pas très politique, mais qui avait investi tout Paris et qui ne rentre pas dans l'histoire qu'on raconte de la Révolution française.
C'est-à-dire que ces 4 jours de révolte populaire, vous ne les trouverez pas dans beaucoup de livres. Et puis, quand on vous présentera toujours le 14 juillet, on oubliera que c'était une partie, certainement, du peuple de Paris, mais que l'autre partie, il s'occupait de choses beaucoup plus matérielles. Et quand je dis ça, c'est pas pour le plaisir de la polémique. Ce que je veux dire par là, et s'il faut bien comprendre, c'est que ce qui est en jeu, c'est de savoir qui est le peuple. C'est ça la question. Qui est le peuple? Or, dès le juillet 1789, la question, elle est posée déjà. Et la question, c'est de dire, bon, il y a le peuple et puis il y a la populace. Et les révoltés des barrières d'octroi ne vont pas être considérés comme faisant partie du peuple. Et puis, on va trouver la même chose, je dirais, hors de Paris, dans toute la France. Mais aussi, à côté de Paris. À côté de Paris, puisque dans les mêmes jours, c'est-à-dire entre le 15 et le 17 juillet, toutes les banlieues, enfin ce qui sont aujourd'hui les banlieues, qui étaient des zones rurales à ce moment-là, toutes ces zones rurales sont en guerre, véritablement, et il y a des groupes de ruraux qui sont en train de casser les barrières, de casser les châteaux, de brûler les châteaux, ça commence déjà, et puis de tuer aussi, parce que c'est ça ce qui se produit, de tuer les accapareurs et de tuer tous ceux qui sont en quelque sorte les représentants du monde de la société féodale. Le mot n'existe pas encore comme ça, mais il va être très utilisé ensuite. C'est-à-dire tous ces gens qui vont progressivement rentrer à partir du 20 juillet 1789 dans ce qu'on appelle traditionnellement la Grande Peur, qui dans l'ensemble du pays soulève les paysans et qui dans certaines régions, notamment comme la Bourgogne, crée une guerre civile absolument considérable où il y a des centaines de morts, ce qui est régulièrement oublié. Et vous connaissez certainement bien sûr le 22 juillet 1789 quand Berthier et Foulon, donc des notables, ministres, intendants, enfin des gens proches de la cour, seigneurs qui sont détestables certainement, sont pris, envoyés par leurs vassaux, pris dans Paris, on les pend, on les décapite, c'est absolument abominable. Et les députés de l'Assemblée nationale sont fortement embarrassés. Ils ont réussi à éviter de parler de tout ce que je viens de vous raconter, mais pour Berthier et Foulon, ils sont obligés de constater, et ça sera la fameuse parole de Barnave, leur sang était-il donc si pur qui met en doute finalement l'illégitimité, l'illégalité de ces meurtres, pour dire après tout, ça peut se comprendre. Bon. Ce qu'on oublie tout le temps, c'est que quand Barnave dit ça, il dit aussitôt après qu'il ne faudra pas recommencer. Qu'il y a là, effectivement, un point de rupture. Et quand on regarde ce que Robespierre dit au même moment, Robespierre adopte le même point de vue. On est bien là, sur cette ligne de crête. Le peuple fait des actes de révolte, il va falloir que le peuple reste dans certaines limites qu'il ne pourra pas aller au-delà, outrepasser. Et c'est ça qui va être, en quelque sorte, tout en débat, tout au long de l'année 1789, année pendant laquelle il n'y a toujours pas le mot révolutionnaire. Le mot révolutionnaire va apparaître à la fin de 90. En revanche, le mot contre-révolutionnaire apparaît, lui, en janvier 1790. Et ça, c'est quelque chose aussi sur quoi il faut réfléchir. C'est-à-dire, il n'y a pas d'unité, de cohésion, de principe de révolutionnaire. Personne ne se dit révolutionnaire. On est patriote, mais on n'est pas du tout révolutionnaire, personne ne veut l'être. Même quand en 1791, quand il va y avoir le débat qui va être mené en juillet 1791 sur le sort qu'il faut réserver au roi, savoir s'il faut le déchoir, créer une république ou le maintenir en place, il n'y aura pratiquement que le petit groupe des gens qui imaginent la République à l'ancienne, ou des gens qui imaginent une espèce de République sociale, je dirais, c'est pas du tout péjoratif, et puis je l'expliquerai peut-être tout à l'heure, une République un peu catholique du cercle social, des gens comme Fouché, pour vouloir une République,
on sait que Robespierre lui-même, Pétion, Mébuseau vont en quelque sorte soutenir les insurgés de juillet 1791, mais ne se ralliaient pas à l'idée de transformer le royaume en république. On est donc jusqu'en 1791 dans une révolution sans révolutionnaire. C'est ça qu'il faut absolument comprendre. Dans une révolution qui n'a pas de nom, dans une révolution qui n'a pas d'unité, dans une révolution qui n'a pas, en quelque sorte, de principe fondateur et qui est en train, là, déjà de se chercher dans des groupes qui ne savent même pas exactement comment qualifier ce qui se produit. Ça sera, en 1790, qu'on se met à parler non pas de révolution de France, mais de révolution française. Mais c'est le docteur Price qui en parle le premier, parce que ce qui se produit là, c'est que, notamment vu de l'étranger, les événements de France sont en train de prendre une tournure que tous les événements que je citais tout à l'heure n'avaient jamais prise. Et il y a quelque chose là qui apparaît comme une originalité et en quelque sorte comme la création d'un modèle différent. On est en 1790-1791, et ce qui se produit et ce qui change véritablement tout, c'est bien sûr l'entrée en guerre en 1792, au nom de la Révolution, et puis évidemment les événements marquants que sont le 10 août 1792, la mort du roi de janvier 1793, et puis la création de la République en septembre 1780. Excusez-moi, j'ai oublié de dire le 10 août 1792, la création de la République en septembre 1792, et puis la mort du roi en janvier 1793. Il faut revenir à la chronologie. Bon. Alors vous allez me dire, dans ce que je viens de vous dire, pourquoi est-ce que le 14 juillet 1790 est devenu une fête ? Est-ce que c'est le 14 juillet 1789 qui est commémoré ? Et là, il faut immédiatement se dire, la réponse est non. La réponse est non. Ce qui se passe le 14 juillet 1790 me semble être quelque chose qui a en quelque sorte un écho plus qu'une relation de causalité avec ce qui s'est passé un an plus tôt. Ce qui s'est passé un an plus tôt a été perçu effectivement comme une rupture par les députés, même si le 17 juillet, une partie des députés a accompagné Louis XVI à Paris où il a été reçu en grande pompe. Mais un an plus tard, il ne faut pas l'oublier, un an plus tard, 1790, le roi est toujours souverain. On est bien dans une monarchie parlementaire, même si la nation partage la souveraineté et que les députés incarnent cette souveraineté. Le problème, c'est qu'en 1790, précisément, les députés sont en rivalité, déjà, et ça on l'oublie tout le temps, avec tous ceux qui, dans l'ensemble de la France, que ce soit en Bretagne, que ce soit à Avignon, sont en train de créer ce qui s'appelle des fédérations. Ça vous dit forcément quelque chose. Mais ces fédérations qui sont créées déjà depuis la fin 1789 et qui pullulent au printemps 1790 sont comprises par les députés de l'Assemblée nationale, non pas comme la garantie de leur pouvoir, mais comme la concurrence que ces députés sont en train de vivre et qu'ils doivent vaincre, parce que ils ont été élus, ces députés, et que pour une grande partie des électeurs, les électeurs estiment que ce sont eux, le peuple, que les députés ne sont que leurs représentants, et donc que ce qui se passe à l'Assemblée nationale, en définitive, n'engage pas les fédérations populaires nationales. Et il faut voir la fête de la fédération comme cette espèce de coup de force des députés qui disent « Attention, c'est nous qui avons la représentation nationale, et c'est nous qui incarnons le peuple. » Ça, c'est un point absolument essentiel. C'est 1790, ça sera rappelé en 1792, ça sera la ligne de crête de 1793-1794 par Robespierre, par le Comité de salut public, contre les sans-culottes en 1794. C'est ça qui permet de comprendre cette identification des représentants à la nation et au peuple. Et nous vivons là-dessus. C'est-à-dire que c'est ça qui s'est créé en oubliant toutes ces volontés
révolutionnaire du peuple qui estime que le pouvoir, après tout, c'est dans les mains des électeurs qu'il se trouve. Bon. Et c'est dans ce cadre-là qu'il faut comprendre aussi, je dirais, notre fête nationale du 14 juillet 1880. Si vous cherchez exactement ce qu'on fête en 1880, et je dirais ce qu'on fête depuis 1880, vous ne trouverez jamais. Est-ce qu'on fête 89 ? Ou est-ce qu'on fête 90 ? Est-ce que c'est la fête des têtes coupées, comme les contre-révolutionnaires vont dire immédiatement, ou est-ce que c'est la fête de la fédération, en sachant que malgré tout, c'est organisé par le gouvernement et par les gens qui sont les représentants du peuple ? Bon, on est là dans cette espèce d'ambiguïté depuis le début, que 1880... des républicains qui arrivent au pouvoir et qui ne veulent surtout pas de révolution, instaurent pour bâtir la troisième république, mais éviter la révolution et faire oublier un petit peu ce qui s'est passé 10 ans plus tôt avec la Commune. Bon. Donc on est là dans ce jeu dans lequel nous vivons toujours avec cette ambiguïté entre ce qui est révolution effective et ce qui est révolution ressenti, ce qui est révolution unifiée. Il n'y en a pas eu. Il n'y en a pas eu en 1792. Il n'y en a pas eu en 1793. D'un mot, on en parlera peut-être si vous voulez, la mort du roi, qui est présenté régulièrement comme le coup d'éclat que les Français auraient fait. Bon, les Anglais ont dû exécuter, couper la tête à 5 de leur roi. Hein. Bon, donc nous avons toujours un retard en quelque sorte là-dessus. Bon, mais c'est pas grave. Nous serions le peuple régicide. Bon, pour moi, c'est une ânerie. Pour dire les choses simplement, quand on regarde ce qui s'est produit entre décembre 1792 et janvier 1793, on se rend compte de quoi ? On se rend compte que ce qui était en jeu était de savoir si on allait refaire la révolution, donc couper la tête du roi, ce que voulait une partie, un tiers, pas plus au départ, des députés, qui voulaient un procès au passage, hein, et qui étaient contre Robespierre, qui n'en voulait pas, et que cette idée-là était surtout soutenue par les sans-culottes, qui ont été les seuls à organiser la mise à mort du roi, sans aucun député présent, place de la Concorde. Bon. Et que ce qui est là en jeu, c'est de savoir en quelque sorte si on continue la révolution ou si on essaie d'arrêter à la République, et que de ce point de vue-là, il faut lire l'opposition entre Girondins et Montagnards. Girondins toujours considérés comme des modérés, des contre-révolutionnaires, hein, qui ne voulaient pas exécuter le roi, c'est vrai, mais pour une partie de ces Girondins, leur position s'expliquait par le fait qu'ils tenaient, eux, à ne pas employer la peine de mort pour des raisons politiques. En rappelant d'ailleurs au passage que Robespierre en 91, il avait déjà dit, mais il avait oublié. Bon. Donc on est là dans une situation très compliquée, et une situation qui est politique, plus qu'une situation de principe, et que la mort du roi ne crée pas le traumatisme, sauf dans la mémoire, sauf à l'étranger, et qu'à partir de 1792-1793, tous les pays autour de la France considèrent la révolution qui est née comme une révolution dangereuse. Et c'est quelque chose qu'il faut absolument avoir en tête. Avoir en tête, je parlais tout à l'heure de Kant, Kant écrit encore sur la révolution, il rappellera toujours que l'enthousiasme né avec 1789 est absolument important, mais il condamnera toujours la mort du roi, qu'il considère comme une illégalité dangereuse qui ouvre la voie à une dérive politique. Bon. Et cette lecture-là qui marque toute l'Allemagne, et ça c'est très très important pour comprendre la lecture que les Allemands font de l'histoire de la Révolution, mais qui marque bien sûr en fait tout le monde, et vraiment tout le monde, dans la mesure où à partir de 1792-1793 et l'arrivée des émigrés et l'arrivée notamment des curés qui ont été chassés par la Révolution, il y a là une lecture des événements de la Révolution
comme une lecture d'un régime qui devient dangereux pour l'ensemble de la civilisation européenne et qui est en train de renverser complètement l'image même de l'histoire du monde. Et en quelque sorte, le point final qui est mis en quelque sorte là-dessus, c'est que cette révolution devient alors véritablement satanique et dangereuse à partir de 1794, quand on exécute Robespierre. Quand on exécute Robespierre, ce qui se passe, et pour moi c'est quelque chose qui me semble absolument primordial, c'est que la mort de Robespierre, c'est le moment où les Français commencent par dire au lendemain de son exécution que les conventionnels ont réussi à se débarrasser d'un tyran, à se débarrasser d'un despote, de quelqu'un qui était en train de prendre le pouvoir d'une façon illégale, mais qu'un mois plus tard, et ça c'est vraiment quelque chose qui me semble être absolument capital et qu'on ne réussit pas à intégrer complètement, un mois plus tard, très exactement en août 1794, Tallien et ses amis, donc des gens qui ont participé à l'exécution de Robespierre, disent non, c'est bien plus grave que ça. Robespierre et d'autres, mais c'est surtout Robespierre, ont été responsables de la mise en place du système de la terreur. Du système de la terreur. Et c'est ça qui, là, d'un seul coup, bloque complètement les choses, puisque d'un seul coup, toute la Révolution trouve une lecture qui est absolument unifiée. On a commencé en 89 avec la Bastille, on a continué en 92 avec la chute du roi, ça s'est aggravé avec l'exécution du roi, ça s'est aggravé avec la guerre de Vendée, et en 1794, et la guillotine, on est arrivé dans la terreur. Tout le problème, c'est que c'est une invention. Tout le problème, c'est que cette mise à l'ordre de la terreur, à l'ordre du jour, mise de la terreur, pardon, à l'ordre du jour, qui avait été réclamée en septembre 1793, n'avait pas été acceptée par les députés, surtout pas par Barère, mais pas plus par Robespierre, que ce refus de mettre la terreur à l'ordre du jour en France avait persisté tout au long de l'année 1794 et que le dernier discours que Robespierre prononce le 8 Thermidor, donc 2 jours avant son exécution, c'est de dire à 2 reprises qu'il condamne le système de la terreur. Qu'il y a bien eu, et là disons les choses simplement, qu'il y a bien eu la mise en place d'un état d'exception. Ça, là-dessus, tous les conventionnels vont être d'accord, Billaud, Varenne, Barère, Carnot, Saint-Just, Robespierre, mais qu'en aucun cas, il n'y a eu un règne de la terreur, un système de terreur, et que c'est Tallien qui va inventer cela. Et le pire, c'est que tout le monde va adhérer à la chose. Qu'à partir de 1794, cette lecture-là s'impose en France, parce que ça arrange tout le monde, et que ça arrange ceux qui étaient contre Robespierre, ça arrange ceux qui avaient été compromis dans l'état d'exception et qui disent « Ah, c'est pas moi, c'est Robespierre qui en était responsable », puis que ça arrange les contre-révolutionnaires aussi, qui ont été incapables de battre les armées françaises et qui disent que décidément, cette révolution est satanique, absolument incompréhensible, et que c'est bien quelque chose d'exceptionnel, que cette terreur qui a été mise en place. C'est septembre 1794 que l'on invente le mot terroriste que nous employons aujourd'hui couramment en oubliant complètement que sa racine est là. C'est la dénonciation des robespierristes, des jacobins, qui ont dépopulé la Vendée et la France, qui ont fait des tanneries de peau humaine, qui ont inventé des guillotines à cette fenêtre, enfin tout ce que vous pouvez trouver encore sur Internet aujourd'hui, c'est tout le temps la même chose, et qui fait que d'un seul coup, la révolution-là est définitivement unifiée, condamnée, et qu'elle devient le monstre que nous gardons tous en tête. Pourquoi ? Que nous gardons tous en tête pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que un grand nombre de partisans de Robespierre a été exécuté immédiatement après Robespierre.
Et là, c'est véritablement là une table rase, en quelque sorte, dans les supporters de Robespierre, qui interdit radicalement à ses partisans de pouvoir revenir sur le terrain. Qu'à partir de 1795, quand les sans-culottes se remettent à contester le nouveau régime, le Directoire, ils sont eux aussi hostiles à Robespierre, parce que Robespierre a fait guillotiner leur leader, Hébert, Ronsin, etc. Bon. Et qu'il va falloir attendre 1840-1850 pour qu'il y ait les premiers historiens français qui se mettent à, en quelque sorte, réhabiliter Robespierre et à lire ce qui s'est passé entre 1792 et 1794 autrement que comme cette révolution qui mange ses enfants, comme cette révolution automatiquement destructrice et qui a inventé la guillotine. Donc cette espèce de chose qui fait que la terreur était devenue un élément essentiel de la philosophie mondiale et de l'histoire mondiale. Parce que ce qui s'est passé à partir de 1800-1810, c'est Hegel, la phénoménologie de l'esprit. Et là, c'est absolument essentiel. Il va intégrer cette invention de la terreur qui s'est répandue comme une traînée de poudre dans l'ensemble de l'Europe, et il va comprendre la terreur comme la négativité de la liberté. Et là, d'un seul coup, ce qui a été inventé, ce qui est resté comme une qualification d'une période, devient un élément explicatif de la révolution. Ce qui avait commencé en 89 comme une révolution parmi tant d'autres, qui s'était mise en place progressivement en 1792, devient après 1794 comme le modèle qu'il ne faut pas répéter et qu'il faudra condamner. C'est Hegel d'un côté, et puis il y en a un autre qu'on oublie tout le temps, mais qui joue un rôle absolument considérable, et avant Hegel, c'est Joseph de Maistre. C'est Joseph de Maistre qui va lui aussi lire les événements qu'il considère comme une époque radicalement nouvelle et qui intègre là aussi cette violence dans ce plan de Dieu, dans cette histoire générale du monde où la Révolution permet de comprendre ce qui s'est passé parce que c'est en quelque sorte par là que s'opère la rédemption de la France. D'un seul coup, tout ce qui a été chaotique, tout ce qui a été contradictoire, tout ce qui a été inexplicable devient logique. Et on va se mettre à bâtir des oppositions. Je ne vais pas vous en donner beaucoup parce qu'on pourrait, je dirais, y passer absolument toute la soirée là-dessus, mais il y a quelque chose quand même qu'il faut avoir en tête, c'est tout simplement de penser que on attribue très régulièrement le lien entre le peuple et les révolutionnaires aux montagnards contre les Girondins. Bon, les Girondins, c'est les gens qui étaient hostiles au peuple, et les montagnards, c'est ceux qui étaient proches du peuple. Quand on regarde dans les faits, dans le détail, on se rend compte que c'est un peu plus compliqué que ça. Au moment du procès du roi, les Girondins, ce sont eux qui proposent l'appel au peuple pour valider les décisions que la Convention va prendre, parce que la Convention, je vous rappelle, c'est institué tribunal et ça pose quand même des problèmes légaux assez conséquents. Et ce qui est très impressionnant, c'est que quand les Girondins demandent cet appel au peuple, il y a des révolutionnaires qui disent non. On ne va pas demander aux jardiniers, je cite, on ne va pas demander aux jardiniers de statuer sur le procès du roi, il n'y connaît rien. Et celui qui dit ça, c'est Marat. C'est-à-dire que si on a des idées un peu trop fixes dans la tête, on ne comprend pas que les mots-là ont été améliorés, instrumentalisés, changés, et qu'ils ont été surtout figés par toute cette évolution qui s'est clôturée par l'exécution de Robespierre, qui en quelque sorte donne aux 5 premières années de la Révolution un sens que ces 5 premières années n'avaient pas en définitive, parce qu'il n'y avait pas eu jamais cette unité-là, cette marche inéluctable vers ni la terreur, ni l'imposition d'un régime d'État aussi structuré, et que c'est en tous les cas, c'était pas du tout ça qui a été en quelque sorte fabriqué
par des révolutionnaires, mais que ça a été tout simplement aussi fait et organisé par tous ces hommes d'État qui se sont engagés dans cette régénération, devenue révolution, devenue république à partir de 1789, et qu'on va retrouver en 1799, et qu'on va retrouver en 1815, tous ces gens qui sont dans les armatures de l'administration, qui ont été des députés, qui ont été des représentants en mission, qui ont été ensuite des préfets, et qui sont en quelque sorte les structures de quelque chose que tous ces événements structurés, et qui certainement est l'invention la plus essentielle de toutes ces années-là, c'est l'invention de l'État. C'est l'invention de l'unité entre nation, État et République, et avec là quelque chose qui est, pour moi, la structure même de notre culture franco-française, où on se retrouve tous là-dedans, en ne sachant pas exactement sur quel pied danser, pour savoir si on aime la Révolution, si on la déteste, ce qu'il faut faire du 14 juillet 89, comment il faut considérer les réformes importantes et les modifications de structure de 92 et de 1793. Donc, il y a là quelque chose qui s'est produit et qu'il faut aussi comprendre, qui s'est diffusé. Parce que tout ce que je viens de vous raconter a horrifié véritablement une grande partie des pays européens, ou a séduit une partie des Européens, qui soient anglais, autrichiens, italiens, etc. Or, à partir de 1797 et surtout 1799-1800, c'est véritablement là une mutation importante, cette espèce de conquête que la France de la Révolution, puis la France de l'Empire, fait de ses voisins, et surtout cette imposition de toutes les lois françaises, notamment les lois d'égalité formelle, légale, de partage, de reconnaissance aussi, d'égalité entre hommes et femmes, etc., de partage successoraux, d'imposition de la loi, de rationalisation qui est imposée partout et qui, au passage, à partir de 1800, provoque en règle générale, d'amères désillusions chez les patriotes italiens, mais on parlera aussi, bien sûr, des Allemands qui, ensuite, ne s'y retrouvent pas. Donc, on a affaire là à quelque chose qui s'est produit au fil d'un processus. Ce que je vous ai raconté là, ce n'est pas la création d'un modèle véritable, ce n'est pas l'application d'une loi, c'est tout simplement un processus qui a été créé par des enjeux politiques, qui a été créé par des luttes internes et qui a été transformé parce qu'on a créé toutes ces interprétations que je ne critiquerai pas parce que personne ne s'y retrouvait. Il n'était pas possible de comprendre si les événements qui se sont déroulés avec une telle rapidité, et ce que nous savons, nous, de ce qui s'est passé, il faut bien comprendre que les Français eux-mêmes, je dirais les Parisiens eux-mêmes, ne comprenaient absolument rien de ce qui se passait à la Convention entre juin et juillet 1794. C'est que nous savons et nous jugeons sur ces connaissances-là que les Français de l'époque n'ignoraient complètement. C'est-à-dire qu'on a affaire là à cette espèce d'obligation d'interpréter des choses, et que ces interprétations-là se sont surimposées et que nous articulons comme nous pouvons les interprétations dont nous avons hérité avec les connaissances que nous établissons et qu'il faut essayer de combiner dans leur irréductibilité et leur diversité. C'est ça la difficulté. C'est véritablement là quelque chose qu'il faut comprendre pour dire quoi ? Pour dire que il est nécessaire, et je terminerai là-dessus, qu'il est nécessaire de comprendre cette complexité-là. J'ai été introduit avec la complexité, je terminerai là-dessus, parce que c'est véritablement cette obligation dans laquelle nous sommes de comprendre comment ça s'est passé et comment, si nous voulons comprendre véritablement la Révolution, éventuellement pour en faire une autre,
c'est par la nécessité de l'étudier dans le détail qu'il faut l'envisager pour éviter d'être aveuglé soit par des évidences où il y aurait des situations de rupture qui entraîneraient automatiquement des révolutions, soit par cette répétition d'opposition gauche contre droite, révolutionnaire contre contre-révolutionnaire, etc., qui créerait une dynamique, les uns contre les autres, le peuple contre les autres, contre les élites, et que c'est pas ça ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est que précisément, il y a bien eu ces emboîtements-là et qu'il y a eu là-dessus ces lectures qui se sont mises en place pour trouver une unité qui n'a jamais existé. Et ce qu'il faut, à partir de ce moment-là, véritablement comprendre, c'est de garder cette nécessité de comprendre les contradictions internes qui ont structuré la Révolution française, comme elles ont structuré toutes les révolutions qui, ensuite, ont voulu s'inspirer de la Révolution française. Pour n'en prendre qu'un exemple, mais qui est un exemple qui, pour moi, est absolument essentiel, c'est bien sûr la Révolution bolchevique. La Révolution bolchevique s'est inspirée en partie de ce qui s'est passé entre 1789 et 1794, Thermidor étant l'angoisse véritablement des élites bolcheviques, mais que ce qui s'est produit de 1917 à 1924, pour ne garder que ces 7 premières années, ce sont des moments, là encore, de rupture et de renversement complètement essentiels, parce que d'un seul coup, les exigences de gouvernement ont obligé Lénine notamment à complètement changer la façon dont il avait lancé les réformes et notamment d'obliger de revenir sur la disparition de l'État ou sur la volonté d'installer une société sans État. À partir du début de 1918, évidemment, c'était une utopie qui avait été abandonnée. Dit autrement, il y a eu des contradictions qu'il faut garder dans la période qu'on appelle la Révolution française. Il y a eu ces péripéties qui sont absolument essentielles à comprendre dans leur chaos entre 1789 et 1794 au moins, et 1799 au plus tard, et que c'est quelque chose qui n'est pas propre à la Révolution française, qui est tout simplement lié au processus de révolution, à ce qui se met en place quand un processus comme semblable s'installe, et qu'il est là, je dirais, nécessaire de réfléchir à l'incapacité de catégoriser trop vite. L'incapacité de catégoriser trop vite, ce que je veux dire par là, c'est en prenant quelques exemples, et je serai bref, c'est tout simplement de refuser, je le disais tout à l'heure, à propos des Girondins et des Montagnards, entre ceux qui sont avec le peuple et ceux qui sont contre le peuple, refuser aussi de catégoriser les oppositions, je dirais, consacrées entre ce qui serait une révolution douce, la révolution américaine, guerre d'indépendance des années 1770, et la révolution brutale de 1789, c'est Hannah Arendt qui l'a un peu théorisé, c'est une vue de l'esprit. Quand on regarde dans les faits ce qui s'est passé dans les États-Unis d'Amérique de 1775 jusqu'en 1792 ou 13, et des luttes qui ont été considérables, et je n'irai pas jusqu'à la guerre de sécession qui en est une des conséquences, il n'y a rien la révolution américaine n'a rien à envier à la brutalité par rapport à la Révolution française. Donc c'est quelque chose qu'il faut aussi avoir en tête. Ça veut dire aussi qu'il est dangereux de vouloir chercher un début à la Révolution. Un début à la Révolution, il y a encore une tentative récente de dire la Révolution, elle s'est produite, François Furet l'avait théorisé, dès le mois de mai 1789, quand l'Assemblée fin mai, début juin plutôt, quand l'Assemblée nationale constituante avait pris à sa charge toutes les dettes du pays. C'est une vue
certainement de juristes, et c'est une vue qu'on peut considérer comme juste quand on est un petit peu au vu de Sirius. Dans les faits, il n'y avait pas cette idée de dénivellation, de création d'une rupture dans la population. Il n'y avait pas cette idée de révolution qui, comme je le disais tout à l'heure, ne s'est mise en place véritablement qu'à la fin de l'année 1789. Donc il est illusoire de vouloir chercher à expliquer et des modèles et des catégories, et qu'il est absolument nécessaire de comprendre les choses. Alors, quand on fait de l'histoire avec l'érudition, mais ça, on ne va pas y couper, il faudra y revenir, il faut toujours insister là-dessus. Et quand on fait des réflexions politiques, en essayant d'intégrer toutes les contradictions qui ont été liées à ce processus, ces contradictions que les révolutionnaires n'ont pas su ni comprendre, ni résoudre, qu'ils nous ont léguées et que nous devons encore aujourd'hui reprendre pour essayer de ne pas être aveugles ou dupes de cette idée de révolution qui est peut-être attirante, mais qui est sûrement à manier avec précaution, parce que ce qui s'est passé en 1789, c'est que ceux qui étaient hostiles à la révolution des réformes royales se sont retrouvés embarqués dans quelque chose qu'ils n'avaient pas prévu, et que ceux qui ont voulu les en chasser complètement ont été eux-mêmes victimes du processus qu'ils ont déclenché. Ne me prenez pas pour un donneur de leçons pour la situation actuelle, mais il me semble qu'il est véritablement essentiel de savoir exactement de quoi on parle, et surtout quand on parle de la Révolution française. Je vous souhaite quand même une bonne soirée.